Bismillahirrahmanirrahim. Donc, une fois on règle la tension crête à crête, c'est-à-dire d'ici à là à 16 volts en utilisant ce bouton, et puis on règle la période, c'est-à-dire d'ici à là, ou encore d'ici à là à 25 microsecondes en utilisant ce bouton, eh bien on peut brancher maintenant le traducteur émetteur au générateur. Donc le traducteur émetteur va convertir le signal électrique en une onde ultrasonore. L'onde ultrasonore se propage dans l'air et puis elle va être reçue par le traducteur récepteur. Alors pour visualiser l'onde ultrasonore, ou plutôt une image de l'onde ultrasonore, il faut brancher le traducteur récepteur à l'oscilloscope. Les expériences qu'on va effectuer dans ce TP, il y a deux expériences qui concernent le phénomène de diffraction et puis une autre expérience qui concerne le phénomène des interférences. Bon, je vais faire quand même un petit rappel sur le phénomène de diffraction. Rappelez-vous, l'année dernière, dans le cours d'optique physique, on a dit que que la diffraction est le phénomène d'éparpillement de la lumière. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la lumière qui diffracte. Toutes les ondes diffractent, et en particulier les ondes ultrasonores. On a dit que lorsqu'on a un faisceau qui arrive sur un trou, bon, bien sûr, le trou doit être petit. Au lieu de voir sur l'écran une tache ronde qui ressemble au trou, eh bien, c'est pas ça ce qu'on voit. Enfin, c'est vrai, on voit une tache, d'accord, mais entourée d'un anneau sombre, puis un anneau clair, puis un anneau sombre, etc. Donc là, on voit très bien que l'image ne ressemble pas à l'objet. Donc ça, c'est un exemple du phénomène de diffraction. Alors toujours l'année dernière, on a calculé l'intensité lumineuse sur l'axe optique, sur l'axe Z. Et on a trouvé que l'intensité lumineuse varie sous cette forme-là. Elle comporte en gros deux zones. Il y a une zone de Fresnel où l'intensité passe par des maxima, des minima. Donc c'est une zone qui est très très perturbée. Et puis on a une autre zone, c'est ce qu'on appelle la zone de Fraunhofer, où l'intensité est plutôt calme, uniforme, etc. La frontière entre les deux, bon, ça dépend des livres. Certains livres prennent comme frontière le Z0, c'est-à-dire le dernier maximum de l'intensité toujours, qui se trouve à A au carré divisé par lambda, où A, c'est le rayon de notre trou. Puis dans d'autres livres, voilà, ils prennent comme frontière entre la zone de Fresnel et la zone de Fraunhofer, le dernier minimum. Le dernier minimum se trouve à A au carré divisé par 2 lambda. Toujours l'année dernière, on a calculé l'intensité lumineuse sur un axe X qui est perpendiculaire à l'axe optique et se trouve, je parle de l'axe X, il se trouve à une distance grande D du trou. Et on a montré que le Ix, donc l'intensité sur cet axe-là, est égale à 4I0, enfin une constante, puis J1 de 2πA divisé par lambda dx. J1, c'est la fonction de Bessel. Et le tout divisé par la même chose. Donc grand X ici, si vous voulez, c'est J1 de grand X divisé par grand X. Ça ressemble à sinus cardinal de X, enfin à sinus de grand X divisé par grand X. Ça veut dire sinus cardinal. Et d'ailleurs, même cette allure-là, ça ressemble vachement au sinus cardinal. Donc on a un maximum en zéro, puis l'amplitude baisse, elle va atteindre un point où on a une amplitude qui est égale à 0, donc c'est le premier 0 si vous voulez, c'est x0, il est égal à d tangente θ0, avec θ0 est égal à arc sinus 1,22 lambda divisé par 2a. Le a, c'est le rayon de notre trou, encore une fois. Il y a une autre caractéristique importante sur cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur. Alors la hauteur c'est I0, mi-hauteur ça veut dire I0 divisé par 2, donc on est à la moitié ici, et puis on calcule ou on mesure cette largeur. Alors le calcul, puisque plus tard on va mesurer cette largeur, alors pour les calculs, cette largeur est égale à 2 fois x1 demi. Alors pourquoi 2 fois? Parce que x1 demi, elle est de là jusque là. Or, la largeur à mi-hauteur, elle est de là jusque là. Donc, la largeur est égale à 2 fois cette quantité.
Avec x1,5, c'est d tangente θ1,5. θ1,5 est donné par cet arc sinus. Pour finir les généralités sur la diffraction, on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe sur un plan. Pas sur l'axe X, mais sur un plan qui se trouve toujours à une distance grande D du trou. Remarquez que le trou présente une symétrie axiale par rapport à l'axe optique. Donc, ce qui se trouve ici, ce qui se trouve sur cet axe, bah, c'est le même, ce qu'on va obtenir sur cet axe, ou encore celui-là, sur n'importe quelle direction. Donc, on a bien une symétrie qui est axiale, donc symétrie par rapport à cet axe. Donc, pour le calcul de l'intensité sur un plan qui se trouve ici, sur un écran qui se trouve là, il suffit de prendre cette courbe et lui affecter donc une rotation par rapport à cet axe. Donc, lorsqu'on fait tourner cette courbe, on va obtenir un lobe principal, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle la tâche d'Airy. Et puis, vous avez ce zéro-là, lorsqu'il va tourner, il va donner naissance à un cercle qui est sombre. Vous avez ici un lobe secondaire, lorsqu'il tourne, il va donner naissance à cette frange brillante. Puis, vous avez un autre zéro ici, et ainsi de suite. Alors, on va revenir maintenant aux expériences. Alors, la première expérience consiste à mesurer l'intensité ultrasonore, bien entendu, le long de l'axe ultrasonore. Alors, pour ce faire, on va mettre le traducteur récepteur en face du traducteur émetteur. Comme d'habitude, donc, on va brancher bien sûr l'émetteur au générateur, le récepteur à l'oscilloscope. Donc, voilà notre onde ultrasonore. Et on vous demande, donc là, il faut mettre l'émetteur au récepteur, enfin la distance, pardon, qui sépare l'émetteur du récepteur. On est là, donc vous avez l'émetteur, vous avez les récepteurs. Il faut mettre donc la surface, cette surface, à une distance Z qui est égale à 5 mm par rapport à la surface émettrice de l'émetteur. Et puis, on va mesurer l'amplitude crête à crête. Crête à crête, c'est-à-dire de ce point-là vers ce point-là. C'est le nombre, c'est le nombre de carreaux multiplié par le calibre. Donc, comme ça, on va obtenir une amplitude crête à crête en volts. On divise par 2 pour trouver un max. Et puis, le I est égal, l'intensité est égale à A au carré max. Pardon. Alors, en toute rigueur, ce n'est pas égal. Ici, c'est proportionnel. Mais on s'intéresse à l'intensité relative et non pas à l'intensité absolue. Donc, on peut mettre ici égal. Oh. Voilà. Donc, on va prendre, on a dit Z est égal à 5 mm. On remplit ces cases. Puis, on va déplacer, on va reculer le récepteur. Donc, à 10 mm d'ici à là, on remplit, et ainsi de suite. Alors, après avoir rempli le tableau, on nous demande de tracer à l'aide d'Excel IZ en fonction de Z. Et puis, ajouter une courbe de tendance de type puissance. Bon, vous remarquez très bien que cette allure ne ressemble pas du tout à celle-là. Il faut comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord calculer Z0. Z0, on a un A, on a un traducteur dont le rayon est égal à 5 mm. Et on a une longueur d'onde qui est égale à VT, ou encore V divisé par F. La vitesse des ultrasons dans l'air est égale à la vitesse du son dans l'air. Or, la vitesse du son dans l'air, on sait très bien qu'elle est à peu près 330 mètres par seconde. La fréquence, les traducteurs, on a dit, qui fonctionne à 40 kHz. Donc, vous trouvez une longueur d'onde qui est à peu près égale à 8,5 mm, d'où l'on tire Z0, c'est légèrement inférieur à 3 mm. Alors, ça veut dire quoi? 3 mm pour Z0. Et se trouve à 3 mm. Je vais revenir en arrière. Voilà. Or, nous, on a pris, pour la première valeur, on a pris 5 mm. Bon, je vais revenir à notre courbe. 5 mm, on a dit pour la première valeur. Or, celle-là est égale à peu près 3 mm. Ça veut dire que pour la première valeur, l'émetteur était là, à
z égale à 0, et le récepteur était là pour la première valeur, 5 mm, puis 10 mm, puis 15 mm, puis 20 mm, et ainsi de suite. Donc, on a mesuré l'intensité uniquement ici, donc dans la zone de Fraunhofer. Et c'est vrai qu'on a vu un truc qui lui ressemble, un truc qui baisse. Il doit baisser en 1 sur z au carré. On va faire d'ailleurs la démonstration. Bon, on demande à l'utilisateur, à l'étudiant plutôt que l'utilisateur, de mesurer le rayon ρ. Bon, ρ, c'est petit a de tout à l'heure. Donc, on a dit c'est 5 mm, etc. Vous allez trouver que Z0, c'est plutôt égal à 2,94 mm. On est dans la zone de Fraunhofer car les Z qu'on a mesurés se trouvent ici, dans cette zone. Donc, après le Z0, donc dans la zone de Fraunhofer. On vous demande aussi de montrer que l'intensité varie en 1 sur z au carré. Alors l'année dernière, on a montré que lorsqu'on a un trou, le i de z est égal à 2i0, 1 moins cosinus, etc. Il y a une vidéo d'ailleurs, il y a une vidéo qui montre ou qui démontre cette relation-là. Bon, je ne vais pas refaire la démonstration. D'arrêter la vidéo, puis suivre les étapes. La suite, elle est là, donc on remarque très bien que i de z varie bien en 1 sur z au carré, c'est-à-dire elle est proportionnelle à 1 sur z au carré. La question numéro 6 nous demande de comparer la théorie à l'expérience. Alors, la théorie dit que Z, la théorie, elle est là, dit que I varie ou encore elle est proportionnelle à 1 sur Z au carré. Alors que pour l'expérience, Excel nous dit que Y est égal à 11,15 X à la puissance moins 2,3. Alors pour Excel, le Y, c'est I de Z, et pour X, c'est grand Z. Donc le I est égal à 11,15, soit multiplié par z à la puissance moins 2,3 ou encore divisé par z à la puissance 2,3. Donc on remarque très bien que l'expérience nous dit que i est proportionnel à 1 sur z à la puissance 2,3. Donc on remarque très bien quand même que c'est très proche.